1971. Le Grand Théâtre de Québec ouvre ses portes. Une toute petite phrase gravée dans une murale fait scandale et soulève les passions. Au cœur du débat, la liberté d'expression de l'artiste. Ici Anne-Marie Dussault, bienvenue à Tout le monde en parlait. En 1971, c'est l'inauguration du Grand Théâtre de Québec en présence de toute la faune artistique et politique de la ville. Les Québécois découvrent alors une œuvre monumentale, une murale de Jordi Bonnet. Dès le lendemain, une controverse éclate autour d'une phrase inscrite dans cette murale. « Vous n'êtes pas écœurés de mourir, bande de caves, c'est assez ». D'un côté, il y a ceux qui jugent cette phrase vulgaire, indigne d'un lieu de culture. De l'autre, ceux qui défendent la liberté d'expression de l'artiste. C'est ce qu'on appellera la guerre de la murale. Êtes-vous allé au Grand Théâtre de Québec? J'y suis allé la semaine dernière lors de l'inauguration. Le 5 février 1971, Roger Lemelin écrit une lettre au quotidien Le Soleil de Québec. Il fait le récit de son expérience dans ce nouveau théâtre. On marche, on se perd un peu, on se retrouve. L'auteur Roger Lemelin, aujourd'hui décédé, découvre une grande murale signée Jordi Bonnet. Et tout à coup, on arrive face à une horreur. L'horreur en question est une phrase gravée dans la murale. « Vous n'êtes pas écœurés de mourir, bande de caves, c'est assez. » Et cette phrase le scandalise. Ma position à moi, c'est qu'on ne peut pas, par le laid, parce qu'il est laid, projeter un message politique. Indigné, Roger Lemelin veut faire effacer la phrase et en appelle à tous les citoyens pour l'appuyer dans sa démarche. On pourrait certainement le remplacer par un autre qui aurait l'air moins vulgaire. Si nous avons été traités de bande de caves ici à Québec, nous l'avons été par des étrangers. On n'a pas juste produit des caves ici à Québec. C'est Jordi Bonnet, sculpteur d'origine catalane de grande réputation, qui réalise la murale du Grand Théâtre. Colossale par sa dimension, 12 000 pieds carrés, elle s'étend sur les 3 murs du foyer. Bonnet y décline 3 thèmes: l'amour, la liberté et finalement la mort, où se trouve la phrase controversée. Il faut dire une chose, c'est qu'on m'a fait le plus beau cadeau de ma vie en me laissant la liberté de faire l'œuvre que j'ai considéré que je pouvais faire. À l'époque, Jordi ne me parlait pas beaucoup. La seule chose qu'il m'a demandé, c'est de venir voir la murale une fois qu'elle a été terminée avec mes petits-enfants. Huguette Bonnet a rencontré son mari à l'École des beaux-arts de Montréal au milieu des années 50. Quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas croire ce que je voyais, tellement que j'étais impressionnée. C'est d'autant plus impressionnant que Bonnet a perdu un bras à l'âge de 7 ans. Malgré ce handicap, il demeure un des rares artistes capables de créer une œuvre de cette envergure. Alors, pourquoi se plaindre qu'un artiste nous donne un chef-d'œuvre? Ça, c'est pas compréhensible. Moi, je le comprends pas de la part de M. Lemelin, parce que c'est un artiste aussi. Le contenant de croton taille-fer permet de faire environ une douzaine de tartines. Roger Lemelin est aussi un homme d'affaires prospère. Son entreprise, les produits taille-fer, a fait sa fortune. C'est menti, Gédéon. Hein? La tourtière, là, c'est pas la mienne. C'est la tourtière taille-fer. Puis après, t'as bien fait. Taille-fer, c'est le meilleur ami de la cuisinière. Un autre cubette pour la tourtière. Mais il doit sa renommée à son roman, Les Ploufs, qui sera porté à l'écran. C'est Lemelin, le romancier, qui conteste le choix des mots sur la murale. C'est une nouvelle façon de sacrer, dans le fond. Parce que quand on était jeunes, nous autres, au lieu d'écrire des vers qui étaient inspirés par la colère, mais on sacrait, quoi. La phrase sacrilège n'est pas de Jordi Bonnet, mais d'un ami, un jeune poète qui commence à faire parler de lui. On dit que les peuples ont les hommes qu'ils méritent. La France a eu Victor Hugo, l'Angleterre a eu Shakespeare. Et nous, parce qu'on est un peuple jeune, on a Claude Péloquin, l'auteur des paroles de la chanson Lindbergh, créée par Robert Charlebois. Voici Claude Péloquin. Sur Québec, François, Northern, Eastern, Western,
nous dire un de vos poèmes? Là, c'est les textes qui sont en fait dans la murale d'aujourd'hui à Québec. En plus de la phrase controversée, Péloquin signe plusieurs poèmes sur la murale. Je suis le cri de l'infini à remplir. Voyez espace, espace que vous êtes. Je suis ici pour vous crier la grandeur de l'homme. Bon. Ouais, eh bien, Claude Péloquin, merci beaucoup. C'est un moment passé. C'est un moment passé. Merci aussi. Ça me fait drôle. Tout le monde est mort là-dedans. C'est un cri d'amour que j'ai gravé à la demande de l'artiste. On n'a pas fait ça pour provoquer quoi que ce soit. C'est les autres qui ont fait le bal. C'est Roger Lemelin qui lance le bal. Selon lui, la phrase est vulgaire et n'a rien de poétique. Ce qui est artistique, c'est ce qui débouche sur le beau. Et c'est pas le beau selon des critères. Je parle du grand beau, comme la beauté de la Grèce ou la beauté des grandes œuvres. Et vous pouvez pas y arriver par le vulgaire. C'est impossible. Ah oui, mais c'est parce qu'il voulait que je le dise en bon français, lui. J'écris en péloquin, moi. J'écris pas en bon français. Je suis un Québécois qui écrit en péloquin. Donc, c'est lui qui décide que c'est laid. C'est une œuvre magnifique. C'est... c'est tellement laid que c'est beau. Alors, j'ai reçu une avalanche de lettres. Inutile de vous dire que j'ai pas eu le temps de toutes les voir. Et le mouvement a entraîné, n'est-ce pas, un télégramme de 8000 noms aussi, qui avait 350 pieds de long. Ça me fait plaisir de vous remettre les lettres que j'ai reçues à propos de la Grande Murale du Québec. Lemelin est très fier de remettre sa pétition au ministre des Affaires culturelles, François Cloutier. En février 71, Bonnet prend la parole pour défendre sa murale. C'est un cri d'amour, c'est peut-être violent quand on crie, c'est comme ça, on crie comme ça. On ne crie pas avec des petits mots comme on est allé chercher au Larousse. Mais le débat va bien au-delà de la langue. Roger Lemelin accuse Jordi Bonnet, l'étranger, de ne pas comprendre le Québec. Et cette phrase-là, pour nous, ça a une résonance qu'il ne semble pas comprendre. Au lendemain de la crise d'octobre, cette phrase polarise, car plusieurs y voient la mort du peuple québécois. Mais Bonnet s'insurge devant cette interprétation. Ce n'est pas ça. Tous ceux qui interprètent cette phrase d'une certaine manière, en tant que Québécois, on nous a dit à nous, Québécois, qu'on était une bande de cas, c'est contre celle-là que je réponds. C'est contre cette option de la phrase. Bonnet y voit plutôt l'évocation de son enfance à l'époque de la guerre civile espagnole. Le même débat, dans tout son ensemble, aurait dû être pris dans le but de faire de cette phrase un leitmotiv qu'il faut lutter contre la mort, qu'il faut lutter contre la guerre, la haine, la mort sous toutes ses formes. Combien de guerres il y a eu et ça ne finit jamais? Comment voulez-vous nous appeler autrement que cave? Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. C'est ce que nous sommes. J'ai du dégoût pour la mort. Parce qu'on n'a pas été consulté. Moi, si j'avais été consulté pour venir ici, je ne serais pas venu. J'aime pas les voyages organisés. Quand l'homme aura le choix de rester ou de pas rester, quand un président de compagnie aura le choix de prendre 600 ans pour monter sa business, pour donner des meilleures conditions de travail à ses ouvriers, la liberté commence là, pas avant. Mais vous croyez à ça, là, vous, 600 ans? Ah oui, la mort, c'est une imposture faite à l'homme. C'était un théâtre, et je pensais que c'était un endroit pour dire des choses comme ça, de la manière où elles étaient dites. En 1969, Jordi Bonnet passe 3 mois dans les échafaudages, assisté d'une quinzaine d'ouvriers. Il demande à Péloquin de graver lui-même sa phrase. Et aussitôt, les fonctionnaires en informent le ministre des Affaires culturelles de l'époque, Jean-Noël Tremblay. Même si l'inscription n'occupe que 50 des 12 000 pieds carrés de la murale, rien n'y fait.
2 ans avant que la polémique n'éclate sur la place publique, Jean-Noël Tremblay, qui n'apprécie pas de se faire traiter de cave, déclare la guerre à Bonnet. Qu'est-ce que ça signifie dans l'ensemble d'une œuvre architecturale qui est le Grand Théâtre, une murale qui est une œuvre artistique, et vous avez cette petite, excusez l'expression, crotte qui s'inscrit là, qui est restée là pour la gloire et la honte de ceux qui l'ont conçu. J'aime ce texte parce qu'il est franc et que l'on sent que l'auteur est conscient de sa force et de la force de ses mots. Il a aimé la force, l'impact que ça avait. Il voulait que ça soit comme un coup près. Eh bien, ça a été comme un coup près. Alors, laissez-moi vous dire tout de suite que pour vous autres, peut-être cette lutte pour la liberté d'expression, elle commence depuis un mois. Pour moi, elle a commencé en 68. J'ai eu affaire à un ministre, Jean-Noël Tremblay, j'ai eu affaire à des sous-ministres, à un ministre des Travaux publics, aux architectes, j'ai eu affaire à beaucoup de monde qui voulait même poser une ligne de conduite. N'oubliez pas que Jean-Noël Tremblay s'était juré de ne pas inaugurer le Grand Théâtre tant et aussi longtemps que cette phrase n'était pas enlevée. Ce personnage fabule incroyablement. Je n'ai jamais rien dit de tel, voyez-vous, et je n'avais pas l'intention non plus d'empêcher l'inauguration du Grand Théâtre à cause d'une malheureuse sottise sur une œuvre d'art. Vous auriez aimé l'effacer. C'est-à-dire que j'aurais souhaité qu'elle fût effacée. Jean-Noël Tremblay ordonne à ses fonctionnaires de convaincre Bonnet d'effacer les mots qui choquent. Oui, c'est indigne d'une œuvre d'art. Et ça mettait une signature désagréable à l'œuvre de Bonnet. Jordi Bonnet résiste. Il défend l'intégrité de sa murale, incomplète sans les paroles de Péloquin. C'est des raisons d'art plutôt que d'autres. Je les aimais, j'ai déjà les dit, je les trouve forts, ils expriment bien ma pensée. Et je crois qu'ils résument très clairement ces murs-là. Devant la résistance de l'artiste, Jean-Noël Tremblay le convoque à son bureau. C'est l'ultimatum. Je lui ai dit que le gouvernement, qui était le client, exigeait qu'on enlevât la phrase, sans quoi il y a une partie du cachet qui ne serait pas versée tout de suite. En fait, il menace de retenir 10 % des 50 000 $ dus à Bonnet. J'ai un souvenir très pénible de cet entretien. Vous avez l'homme qui vous arrive, là, en artiste, là, débraillé, mal élevé, jurant, m'injuriant, grossier. C'est facile de regarder ça d'en haut puis de dire mon Dieu, il était disgracieux. Mais je pense qu'on lui a fait assez de misère qu'il y a eu un moment de patience. Ça aurait été difficile de ne pas en avoir. En 1970, les libéraux prennent le pouvoir. Un nouveau ministre, François Cloutier, hérite du problème sans pour autant le régler. Au moment de l'inauguration, en février 1971, Bonnet attend toujours le solde de son cachet. Le Tout-Québec est présent. Politiciens et artistes découvrent enfin l'œuvre de Bonnet. Je me sens chez nous, ici, et puis, je sais pas, les plafonds bas, la murale de Dubonnet, de Jordi Bonnet plutôt. Dubonnet, je viens d'en prendre un, c'est pour ça que je confonds. C'est assez extraordinaire. On la découvre, là, ça nous arrive en pleine gueule, bam! Roger Lemelin, lui, n'apprécie pas du tout. C'est à ce moment-là qu'il lance la pétition pour faire disparaître la phrase. On a vu des écrivains faire refuser des textes, des grands écrivains. On a vu des peintres faire refuser des peintures. On a le droit à ça. Mais selon les termes du contrat signé en 68, Bonnet n'a pas à soumettre de maquette détaillée. Il jouit d'une pleine liberté. Malgré cela, Roger Lemelin n'en démord pas. Alors, je dis que les droits de l'écrivain ou de l'artiste ne sont pas infinis. Et je tiens à féliciter M. Lemelin qui s'est tenu debout comme un homme respectable et qui aime à se faire respecter. Monsieur Hamel de Québec, bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, je vous dirais qu'à la phrase, je comprends qu'il y ait des réactions assez violentes, mais je trouve qu'on en a beaucoup parlé et presque trop. Un comité de défense de la murale veut contrer Roger Lemelin. Le président de ce comité est Jacques Boulet, un médecin de Québec qui s'exprime régulièrement sur des questions linguistiques. Le cœur du débat, c'était la liberté de l'artiste. Moi, je dois vous dire que la phrase de Péloquin, elle ne m'a jamais particulièrement impressionné. Mais je tenais à la liberté de l'artiste. La liberté de l'artiste. Mais qu'est-ce que c'est que la liberté de l'artiste si elle ne tient
qu'à une petite phrase qui n'est pas de l'artiste, vous m'avez dit. C'est de Claude Péloquin. Je ne savais pas que c'était de lui. Moi, je regarde la murale comme l'œuvre de Bonnet. D'accord. Et les parasites qui se sont greffés à Bonnet pour réaliser la murale, ça, je ne les connais pas. En mars 71, le comité de défense de la murale organise une grande manifestation qui attirera 1600 personnes au Grand Théâtre. C'était une espèce de happening, pour employer le mot anglais. Vraiment, c'était peu organisé. Un moment fort de la soirée est l'apparition sur scène du sculpteur Armand Vaillancourt. Armand Vaillancourt voulait absolument venir sur la scène à cheval, comme un chevalier du Moyen Âge qui défend la liberté de l'artiste. Le comité de défense lance à son tour une pétition. On a eu autant de signatures que Roger Lemelin en avait eu. Alors on est allé les porter chez le ministre sur des chariots. Comité pour la défense de la murale du Grand Théâtre. Je considère que ce ne sont pas mes goûts qui doivent prédominer dans une situation comme celle-ci, et qu'il y avait un principe en jeu, qui est un principe important, qui est celui de la liberté de la presse, la liberté d'expression. Finalement, ce n'est qu'en avril 1971 que le gouvernement règle la somme due à Bonnet. Pour revoir cette émission, consultez notre site radiocanada.ca/parler. Dans les années 70, le tout Montréal se donne rendez-vous dans un célèbre bar que chante Claude Dubois. Manger un hot dog, ça m'aime. Prendre un dernier verre chez Pedro. Tu vas voir toujours le bourgeois qui s'approche à l'artiste. Tu vas voir toujours le phony qui s'approche au gars qui a du talent. Alors, tu finis toujours par avoir ces rencontres. Chose surprenante, Claude Péloquin, l'auteur de la phrase, et son détracteur Roger Lemelin sont des amis. Ils prennent à l'occasion un verre chez Pedro. Ils brassent même des affaires ensemble. C'est pas pire, mais surtout pas mieux. Bien, j'ai fait les ploufs en gravure, avec un texte de moi à la main sur chacune, à l'époque. On n'était pas des ennemis, c'est qu'ils voulaient que je le dise autrement. 20 ans plus tard, malgré leur amitié, Lemelin ne décolère pas. On s'est servi de Québec, d'une institution, pour incarner dans la durée une expression vulgaire du macramé culturel. Il est frustré, mais dans le fin fond, c'est qu'il aurait aimé que lui, il grave un texte. Moi, c'est ça que je pense. Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça autour d'une bière? Il me semble que j'y ai déjà dit ça, oui. As-tu aimé ça, Roger, que Jordi t'invite à graver un texte dans le mur? J'ai fait un poème de poteau de clôture, comme d'habitude. C'est ça. Je me rappelle, là. 40 ans après s'être disputé avec Jordi Bonnet, Jean-Noël Tremblay aime redécouvrir sa murale, du moins en grande partie. Quand on regarde plus haut, qu'on voit les sculptures, là, on devine les thèmes. Alors, celui comme ça est plus évident. Mais ici, là, on voit presque rien. Hein. Et surtout la phrase. Là, bon, tout ça, vous ne la regardez même pas? Non, ne parlez pas de ça. Ça n'existe pas pour moi. C'est une grossièreté, puis là, puis là. Le Grand Théâtre était l'œuvre de sa vie. C'était capital pour lui, ça. La phrase de « Vous n'êtes pas écœurés de mourir, bande de caves, c'est assez » a occulté ce travail extraordinaire. La population n'a jamais su, et je ne sais pas si elle le sait encore, l'importance que cette œuvre a et que ça leur appartient. Le cri est toujours aussi fort, et Jordi Bonnet est toujours aussi vivant. Jordi a dit, nous, les artistes, la seule arme que nous ayons pour dénoncer sans tuer, c'est notre art. La murale est une œuvre prémonitoire. Coup sur coup, quelques mois après la polémique, Bonnet perd un fils de 10 ans et développe une leucémie. En 1976, se sachant condamné, il dit encore son amour de la vie. Pour la murale du Grand Théâtre, je croyais dans le temps que ça pouvait être une sorte de réveil matin. Réveillez-vous, il est de bonne heure, et c'est le temps de se mettre debout, de se mettre à vivre.
Je crois que l'on meurt tous les jours d'une manière effarante. Que mon œuvre est un hymne à la vie, peut-être. Du moins, c'est un hymne à la vie dans le sens où on respire. Je crois que c'est du respire. En 1979, à l'âge de 47 ans, Jordi Bonnet a perdu son combat contre la leucémie. Toute cette polémique autour de la phrase de Péloquin a peut-être occulté l'importance de la murale qui, selon plusieurs, est son œuvre maîtresse. C'était important, la forme était importante. Oui, la forme était importante. Pour vous, ça rendait la phrase encore plus vulgaire. C'était une C'est pas vraiment vulgaire. C'est pas très vulgaire. C'est pas vulgaire. C'est-à-dire, c'est pas très bien formulé, mais c'est le sens qui est vulgaire et curieux. Enfin, quand il a dit ça, il voulait certainement choquer un certain nombre de personnes. Vous avez écrit à un moment donné qu'il devait recourir à une formulation provocante pour faire réagir, pour faire réfléchir. Oui, absolument. C'est un hockey. Ça s'est admis en... Ça ressemble à un hockey d'ivrogne. Êtes-vous d'accord avec un hockey d'ivrogne? Non. Non. Je vous laisse. Par les faits, je suis obligé de croire à tout. Et les jours où je ne croirai pas à certaines choses, je vais être terriblement malheureux. Je ne sais pas, je crois à tout ce qu'on me dit sur l'univers, sur la terre, sur la nature, sur les hommes. Tout est vrai. Je ne pourrais pas avoir qu'une croyance. Je ne pourrais pas, par exemple, croire qu'il y a une résurrection seulement qu'à ça. Ou je ne pourrais pas seulement croire qu'il n'y a plus rien. Tout me paraît vrai. Je crois que tout, aussitôt qui est devenu art, ça devient sacré. On ajoute à nos connaissances et à nos sensations, on lui ajoute une autre dimension qui est celle qu'on pourrait appeler sacrée. Mais tout devient sacré. Une ligne droite peut devenir sacrée. Je crois que j'ai pris des éléments que les gens considèrent sacrés et qui peuvent être encore sacrés. Et j'y ai ajouté d'autres choses à côté qui me semblent plus sacrées ou qui me semblent plus puissantes. J'ai horreur de tous les gens qui veulent nous convaincre de toutes sortes de choses. J'ai horreur des gens qui prêchent. Je ne comprends pas que l'on puisse prêcher. Pour moi, c'est une forme de brutalité. J'ai fait des dessins, j'ai fait des formes qui rappellent la mort, qui nous font penser à la mort. Mais c'est que ce n'est pas la mort que j'ai voulu exprimer ici, mais les besoins de vivre, et pas que la mort arrive. Donc encore un désir de liberté. Pour moi, mourir, ce n'est plus être libre. On parle toujours de la mort des autres, c'est toujours les autres qui sont morts.
Un tel vient de mourir, il y a telle guerre, tant de milliers de morts. Mais la mort ne nous a jamais jetés en face de nous-mêmes. Nous ne sommes pas écœurés de mourir, c'est très intéressant. On nous pose direct, en tant qu'être vivant, on nous pose la question de la mort. C'est drôle. Comment c'est? Je crois que les œuvres d'art devraient être à l'extérieur. Les œuvres d'art devraient être immenses. On devrait vivre dans les œuvres d'art, entrer, sortir. Ça, c'est petit, ça, c'est petit. Ça ou un bijou, c'est la même chose. Ce n'est pas à l'échelle de notre époque, ce n'est pas à l'échelle de l'homme. Je ne conçois pas que des artistes ne vivent pas uniquement ou continuellement l'expérience que je viens de vivre. Je ne comprends pas que tous les artistes ne travaillent pas dans les mêmes circonstances, soit dans des bâtiments entourés de l'œuvre. C'est la plus puissante des expériences pour un artiste, c'est de travailler à cette échelle-là et dans un lieu donné. Les hommes devraient sculpter les nuages, les montagnes. C'est beau que les hommes puissent laisser des témoignages. Je trouve qu'on n'en laisse pas assez. Je crois que l'optique dans laquelle j'ai créé est encore plus intéressante, du moins pour moi ou pour tout artiste, c'est la plus intéressante, puisque dans le temps, ils avaient des thèmes imposés et des notions d'art et des notions de beauté imposées. Et les gens n'étaient vraiment pas libres d'exprimer n'importe quoi dans une église ou de dire n'importe quoi, surtout avec n'importe quelle forme. Tandis qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu la liberté de dire ce que je voulais et comme je voulais. Sauf qu'il n'y avait pas les sculpteurs égyptiennes. Ça n'a rien à faire avec la qualité, mais je te parle de liberté. Ça, c'est une liberté acquise. Le fait d'avoir fait ça comme ça, pour moi, c'est le plus grand geste de liberté en tant que moi-même, en tant que sculpteur. C'est peut-être l'idée la plus fixe que j'ai eue au cours de ces 3 mois. J'aurais voulu vraiment ne traiter que de ça. Et j'y suis parvenu par toutes sortes de sujets, comme la vie. Même si l'on viendrait ici puis on effacerait ça, ça n'a aucune conséquence, ni dans moi, ni dans l'œuvre, c'est pas important. Je suis conscient que c'est un moment, ça, mais ça ne durera pas l'éternité, ça ne durera pas la vie de l'homme, donc qui vit 25 ans de plus ou de moins, ou un siècle de plus ou de moins, c'est sans importance. La réaction pourrait être fatale, mais ça n'aurait aucune importance pour moi. On pourrait même s'amener à la détruire, ça ne me ferait rien.
Parce que je n'ai rien à répondre, je n'ai rien à décider. J'aurais voulu qu'on me pose aucune question au sujet de mon mur. Mon travail est fini depuis 3 mois et je n'ai rien à dire sur le mur. Je voudrais qu'on ne me pose jamais de questions sur le mur. Je voudrais qu'on le regarde, qu'on en parle si l'on veut parler, mais je ne voudrais jamais qu'on me pose de questions. Je l'ai fait parce que tu es un bon copain. Qu'est-ce qui veut dire ceci? Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est tellement niaiseux. Tu demandes si je suis heureux. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je suis heureux par rapport à mon travail? Ah oui, je suis heureux. Je ne peux pas te mentir. Les espions, c'est les espions. Quoi? Tu vas voir. Hein? Ah, je suis très heureux. Je suis heureux tout le temps.